Donc, tout d'abord, bienvenue à ce webinaire, à cette visioconférence. J'ai la mission d'introduire, de vous accueillir ce matin. Je suis Élodie Bouillon, directrice du CLU de la Gironde. Et au nom du partenariat dans le cadre de la création de l'atelier départemental d'architecture et du paysage, dit ADAP, nous vous proposons cette première journée sur une thématique qui nous est chère, l'urbanisme circulaire, sujet d'actualité bien sûr. Le terme apparu, si on revient un peu en arrière, dès 2019, et puis notamment avec l'urbaniste Sylvain Grisot dans son ouvrage Manifeste pour un urbanisme circulaire, pour des alternatives concrètes à l'étalement de la ville, publié en 2021, ouvrage dans lequel il invite les acteurs de la ville à faire transition pour une ville frugale, sobre, proche, résiliente, inclusive. De plus, la loi climat et résilience de août dernier vient à nouveau nous interpeller sur ce sujet, bien évidemment. Je n'en dis pas plus sur le contenu, juste faire un point sur la journée en elle-même. Vous avez à l'écran le programme. Donc, d'abord une partie avec deux tables rondes, avec un regard tout d'abord sur une vision macro, politique urbaine et territoriale. Ensuite, nous conduirons les propos vers des retours d'expériences pratiques de terrain, une petite pause interactive qui sera suivie ensuite de deux présentations, deux retours d'expérience, notamment l'opération du Port Bueno à Niort en fin de matinée pour la présentation de l'opération du Grand Parc, 530 logements à Bordeaux. Et nous aurons un petit moment de conclusion à 3 voix. Il est temps maintenant de donner la parole à Renaud Laheurte, directeur départemental des territoires et de la mer de la Gironde, qui va ouvrir cette journée. Bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreux vous connecter pour suivre cette conférence. Je suis très heureux d'ouvrir cette conférence qui a été préparée de longue date, mais qui a dû être reportée 2 fois consécutivement pour cause de Covid. Comme l'a dit Élodie Bouillon, c'est effectivement la première organisation commune au CAUE, à l'unité départementale d'architecture et de paysage et à la DDTM, qui ont décidé de mieux travailler ensemble pour apporter une ingénierie aux collectivités en matière d'urbanisme, de paysage et d'architecture, dans le cadre de ce qu'on appelle donc l'ADAP, l'atelier départemental d'architecture et du paysage. Je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette conférence au sein de ces 3 structures, ainsi que nos conseils et évidemment les intervenants qui, malgré ces reports, nous sont restés fidèles et donc prendront tout à l'heure, au fur et à mesure, la parole pour animer cette conférence. Finalement, malgré ces reculs, cette conférence tombe à pic, puisqu'elle intervient à quelques mois après la publication de la loi climat et résilience du 22 août, qui réaffirme le principe du zéro artificialisation nette à l'horizon 2050 et fixe un objectif de division par 2 du rythme d'artificialisation des sols au cours des 10 prochaines années par rapport aux 10 années précédentes. Cette disposition inquiète beaucoup les élus. On sent dans nos échanges avec les élus une très forte inquiétude, mais les élus se rendent compte également par ailleurs qu'il est aujourd'hui de plus en plus difficile d'ouvrir de nouveaux espaces à l'urbanisation, parce que aujourd'hui, chaque fois qu'on ouvre les espaces à l'urbanisation, on tombe soit sur des zones humides, soit sur des spots de biodiversité. En tout cas, chaque fois, on est confronté à des enjeux qui rendent plus difficiles et plus longues et plus coûteuses ces ouvertures à l'urbanisation. C'est pourquoi aujourd'hui, cette question de la consommation d'espace, de l'étalement urbain, des formes urbaines, sont aujourd'hui les principaux points de discussion que nous avons avec les élus dans l'élaboration des documents de planification, SCOT, PUI ou PLU, au niveau départemental. Alors, je crois que ce qu'il faut dire, c'est que la artificialisation nette ne veut pas dire que l'on ne pourra plus construire. Par contre, il suppose que l'on construise sans doute un peu moins et surtout que l'on construise autrement, en repensant notre modèle de développement urbain qui est aujourd'hui très extensif,
coûteux. Je crois que les élus ne s'en rendent pas compte forcément, mais quand on fait un lotissement, ça a des coûts très importants ensuite en termes de fonctionnement sur les réseaux, les voiries, etc. Destructeur en biodiversité et en zone humide, consommateur en ressources, dont le sol, et émetteur en gaz à effet de serre. Comme le disait Élodie, l'urbanisme circulaire est la principale solution pour répondre aux besoins en construction de logements, de locaux d'activité et d'équipements publics, tout en allant vers le ZAN. Parce qu'il s'agit bien évidemment pas d'arrêter de répondre aux besoins de construction à logement notamment. Il faut évidemment loger nos concitoyens. Et dans un département comme la Gironde, c'est d'autant plus important que nous avons une forte croissance urbaine et qu'il faut donc répondre à tout. Cet urbanisme circulaire repose sur 3 principes fondamentaux. Recycler les espaces déjà artificialisés et les concevoir comme évolutifs. Transformer l'existant pour permettre une densification, j'ose employer ce gros mot, mais adaptée au territoire, ce qui pose la question des formes urbaines, de la qualité urbaine, des aménités, de la place de la nature et au global de la qualité de vie dans ces espaces densifiés. Et 3e principe, intensifier les usages pour sortir du principe qu'on a un peu aujourd'hui, j'ai un usage, il me faut un bâtiment. Voilà, peut-être qu'aujourd'hui, il faudra construire des bâtiments multi-usages. Au final, ces 3 principes doivent nous permettre de transformer une ville extensive, fragmentée, exclusive, dans la mesure où elle exclut pas mal de personnes, en une ville frugale ou sobre, une ville de la proximité, une ville résiliente et inclusive. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas répondu à la principale question que se pose tout élu. C'est bien beau, mais comment on fait? Comment on fait et est-ce que ça répond vraiment à la demande de nos concitoyens qui veulent toujours un lotissement avec la petite maison au milieu de sa prairie? Et je crois que l'intérêt de ce séminaire aujourd'hui, c'est d'essayer d'apporter des réponses à cette question. Pour répondre à cette question, nous avons besoin d'exemples. Nous avons besoin d'exemples réussis d'urbanisme circulaire à montrer, pour montrer, ben voilà, 1, que ça marche, 2, comment on a fait, quels sont les process, notamment par rapport à la question de la maîtrise du foncier. Et c'est l'intérêt aujourd'hui, je crois, de cette réunion, de ce séminaire, cette journée, que de prévoir 2 parties, une partie d'échange un petit peu théorique, alors théorico-pratique, puisqu'on va regarder comment pratiquement le PLUI de Bordeaux Métropole peut évoluer pour prendre en compte cet urbanisme circulaire, mais aussi on va s'appuyer sur des exemples concrets à Niort et à Bordeaux qui permettront d'échanger sur comment on peut faire, qu'est-ce qu'on a à montrer, quels ont été les facteurs de réussite, quelles ont été également les difficultés. Donc l'intérêt, c'est d'échanger autour de ça pour donner à montrer de bonnes pratiques et faire les montrer à nos élus, aux techniciens, au bureau d'études, que tout ceci est possible, que tout ceci nécessite évidemment de la réflexion et de travailler autrement, mais que tout ceci est possible malgré les difficultés que l'on pressent, je dirais, au premier abord lorsque l'on aborde cette question. Voilà, je vais ne pas être plus long. Je souhaite à toutes et à tous un bon séminaire. J'espère que vous participerez activement malgré la méthode de dématérialiser. Mais cette méthode dématérialisée a déjà montré à plusieurs reprises qu'elle pouvait être également participative. Voilà, bonne journée à toutes et à tous. Bonjour à tous. Alors, je prends la suite de mon directeur, M. Laert. Frédéric Limor, je suis à la DLTM de Gironde, je suis responsable du service d'aménagement urbain, service territorial en charge de la planification et du suivi de projet. Donc, ça fait quelques temps que je suis en Gironde. J'ai connu la configuration de l'OE Nord-Atlantique, la ZAC Saint-Jean-Belsier, Brazza, Bassin-Flot. Donc voilà, j'ai suivi un peu quel a été le développement de l'agglomération et de la Gironde depuis plus d'une dizaine d'années. Alors, j'ai en charge l'animation de la table ronde numéro 1 relative à la politique urbaine et territoriale. Et je commence avec un gros souci, c'est que M. Blanc, adjoint à l'urbanisme résident de la ville de Bordeaux, n'est pas connecté. Donc, on va retourner un petit peu l'organisation de cette table ronde. Je comptais qu'il intervienne sur ce qui est entrepris à la ville de Bordeaux sur l'urbanisme résilient. Mais j'ai un joker de poids, M. Hoffner, directeur de l'agence d'urbanisme de la Gironde. Je trouve développe un discours et un questionnement intéressant sur tout ce qui est périurbain. Alors, les problématiques périurbaines en Gironde, elles sont très fortes, hein, peut-être du fait qu'on ait une métropole très attractive.
et des phénomènes de périurbanisation que l'on connaît tous, hein, sur lesquels on travaille tous, que ce soit les élus, les techniciens des différentes structures. Et je voulais, Jean-Marc, que tu puisses nous exprimer un peu cette vision, cette conception du devenir de l'espace périurbain. Ce que j'ai noté de nos échanges, c'est que selon toi, les enjeux de renouvellement ou de constitution d'un nouvel urbanisme, ces enjeux-là sont plutôt en dehors de la ville constituée plutôt qu'en ville constituée. Les questions de recyclage du périurbain, parce que tout le sujet est bien là. Comme l'a dit mon directeur, on est dans une logique de limitation à la consommation d'espace, donc on doit recycler le périurbain. La problématique des centralités périurbaines, sur lesquelles on travaille tous également. Je propose de ne pas aller plus loin dans l'introduction, de laisser intervenir Jean-Marc. On y reviendra. Merci. J'espère que vous m'entendez bien. Tout va bien là-dessus. Alors, j'ai besoin d'un avant-propos d'1 minute pour mieux vous expliquer pourquoi j'insiste tant sur ces questions périurbaines. Et cet avant-propos va me faire sombrer dans l'illégalité. J'ai été longtemps fonctionnaire d'État, je ne le suis plus, donc je peux avoir plus de distance par rapport à la sagesse du législateur. Et je crois qu'il est important, y compris pour toute la journée, pour tout ce qu'on peut proposer et inventer d'intéressant sur ce que moi j'appellerais plutôt la sobriété foncière, il est important quand même de se dire que cette affaire de ZAN est une bombe à retardement pour 2 raisons. La première raison, c'est que le zéro artificialisation nette cherche à répondre à des ambitions nombreuses, parfois convergentes, mais souvent divergentes. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que la loi propose elle-même de quoi se faire battre, puisqu'elle a une définition définie comme l'altération durable de toute partie des fonctionnements écologiques, mais que par ailleurs, dans sa définition des terrains non artificialisés, elle inclut sans coup férir les terrains à usage de culture. Alors que l'on sait très bien, ou on peut savoir très bien si on cherche à le savoir, mais je ne vais pas développer ça plus longtemps, que les terres agricoles, en France, aujourd'hui, avec la politique agricole commune et le productivisme agricole, sont des terres qui mettent largement en danger la biodiversité, qui ne sont pas toujours très poreuses et pour lesquelles les questions de l'enfrichement agricole est aussi un sujet. Globalement, on peut considérer que quantitativement, la question du ZAN est plus une affaire de politique agricole que de politique urbaine. Mais comme il s'agit de 2 mondes et que personne n'a envie d'articuler les 2, finalement, c'est l'ogre urbain qui devient effectivement le facteur explicatif de quelque chose qui est beaucoup plus large. Donc, je m'arrête là-dessus parce que ce n'est pas le sujet. Simplement pour dire que pour moi, et beaucoup pour les agences d'urbanisme, parce que la Fédération nationale des agences d'urbanisme a émis un avis là-dessus, cette affaire de sobriété foncière, je vais prendre ce mot, est plus une affaire qualitative que quantitative. Autrement dit, il s'agit d'avoir une politique des sols, effectivement, mais cette politique des sols, elle devrait être fondée sur la qualité différentielle des sols. Et cette qualité des sols, suivant les questions d'imperméabilisation, d'artificialisation, de biodiversité, de fécondité, etc., elle peut être très, très diverse. Et puis, évidemment, de localisation des sols. Sans cette analyse qualitative, on va faire effectivement ce qu'on appelle du gouvernement à distance, on va faire du chiffre, et on n'aura pas fait grand-chose d'intéressant pour faire de cette question réelle de la sobriété foncière un vrai vecteur d'innovation et d'aménagement. Et le dernier point, c'est que cette question de la sobriété foncière devrait, à mon avis, à notre avis, être un vecteur fort de coopération interterritoriale et non pas
de chacun chez soi qui s'occupe de son ZAN. Voilà. On peut craindre que, de même que l'État a transféré la patate chaude aux régions, les régions fassent de même avec les SCOT, ce qui serait un peu embêtant parce que là encore, ce n'est pas les règles de 3 sur le ZAN qui vont permettre d'être intelligent pour bien faire de la sobriété foncière. Une fois que j'ai dit tout ça, vous avez le droit de l'oublier. Bon. Si vous le gardez dans un bout du cerveau, je trouve que ça serait quand même intéressant parce que de toute façon, ça reviendra en boomerang, cette affaire, forcément. Forcément. Et donc, dans tout ce qui est la mise en œuvre de cette affaire de ZAN, c'est intéressant, me semble-t-il, d'avoir ça en tête. Alors, pourquoi s'intéresser au périurbain? Les lois continuent à dire qu'il faut lutter, le ZAN et plein de choses servent à lutter contre l'étalement urbain. Il y a 40 ans qu'on cherche à lutter contre l'étalement urbain. Je vous renvoie par exemple à un très bon rapport d'un inspecteur des finances qui s'appelait Mayou, 1974, sur l'habitat individuel périurbain, qui dit plein de choses intéressantes et qu'il faudrait tous relire aujourd'hui. Il y a 40 ans qu'on lutte contre l'étalement urbain, il y a 40 ans qu'on a raté. La France s'est étalée, tous complices bien sûr. La France est étalée et j'ai un peu du mal, et c'est pour ça que j'en ai parlé dans mon bouquin Anachronisme urbain, à comprendre pourquoi, alors que tout a changé en 40 ans, on continue à avoir le même mot d'ordre. Aujourd'hui, la question n'est plus de lutter contre l'étalement urbain, la question c'est de faire avec cet étalement urbain pour effectivement faire en sorte qu'il soit plus vertueux, à la fois pour les habitants qui y résident, et puis pour nos ambitions collectives pour faire vite la transition écologique. Je rappelle déjà au passage que la loi SRU de 2000 il y a 20 ans, disait déjà, mais après d'autres, qu'il fallait faire la ville sur la ville, refaire la ville sur la ville. On était déjà là-dedans. Sylvain Grisot, qui est un copain, a eu son idée géniale d'urbanisme circulaire, pris de l'expression de l'économie circulaire. Pour autant, c'est bien à peu près la même chose, faire la ville sur la ville, refaire la ville sur la ville. Et cette affaire du déjà là, de ce que l'on doit prendre en compte, eh bien, à mon avis, elle doit aussi, et peut-être même surtout, s'adresser au périurbain, où les marges de manœuvre sont probablement plus fortes et plus intéressantes, dès lors que l'on veut bien accepter l'idée qu'on sera forcément moins sobre en consommation foncière si on agit sur le périurbain que si on agit sur l'urbain constitué. On dépense toujours plus de mètres carrés en agissant sur le périurbain qu'en agissant sur l'urbain. Mais la densité est une affaire relative et tout dépend évidemment du périmètre que l'on regarde. Si on veut bien admettre que pour la Gironde, on va regarder différents périmètres et des périmètres périurbains, on a là une vraie marge de manœuvre pour à la fois mieux organiser ce périurbain, j'insiste là-dessus, et dans le contexte de croissance que connaît la Gironde, mieux organiser le périurbain, ce sera très souvent le densifier. Le densifier parce que pour plein de services, pour plein de dessertes, d'accès, eh bien, il faut des masses critiques que l'on n'a pas encore. Mieux le densifier, ça ne veut pas dire être trop généreux en matière de foncier. Lutter pour la sobriété foncière dans le périurbain, c'est essentiellement lutter, Éric Charme le dit très bien aussi dans son petit bouquin sur le retour des villages, c'est lutter contre l'émiettement, contre la fragmentation. C'est encourager la compacité. Voilà. Et donc là, il y a un vrai sujet quasi sémantique de bien distinguer ces notions. Étalement au sens propre du terme, ça veut dire utiliser plus de mètres carrés par habitant supplémentaire. Effectivement, ça, non. Il faut utiliser moins de mètres carrés par habitant supplémentaire, mais dans un périmètre qui permette de faire projet, comme on dit, pour les territoires dans le périurbain. Voilà, donc,
favoriser la compacité dans le périurbain, faciliter en particulier, je reviendrai là-dessus, des continuités urbaines. Hein. On a 1000 exemples de lotissements ou de supermarchés qui se trouvent à 1 kilomètre du centre-bourg, qui fait que on perd toutes les capacités de centralité du centre-bourg. Et on a aussi, évidemment, et là je pense qu'il y a un terrain de jeu exceptionnel pour les concepteurs, les architectes, les paysagistes, les urbanistes, voire les géomètres experts s'ils veulent rentrer dans l'affaire de la transition écologique, à savoir renouveler les lotissements sur eux-mêmes, c'est-à-dire faire en sorte que les lotissements qui sont extrêmement dépensiers pour le coup en surface artificialisée le soient moins. Voilà. Donc, mon mot d'ordre, ce n'est pas lutter contre l'étalement urbain, qui peut être souvent compris quand, comme on n'urbanise plus en périphérie, entre guillemets, mais on concentre l'urbanisation et la construction sur le dense, sur les villes constituées. Donc, mon mot d'ordre, c'est refaire le périurbain sur le périurbain. Et je le répète, refaire le périurbain sur le périurbain, ça peut être densifié, ça peut être utilisé du sol lorsqu'il est stratégiquement localisé. Et donc, je pense qu'il y a un champ de créativité intéressant à se dire, cet urbanisme circulaire, dont René Leheuft a rappelé les dispositifs, hein, l'intensification, la transformation, le recyclage, ces principes de l'urbanisme circulaire, qui pour le moment sont quand même très, très formatés par rapport à une vision de la ville constituée. Hein, quand on voit par exemple le fonds friche, c'est finalement une mobilisation d'outils relativement traditionnels. Hein. Dans le périurbain, je pense qu'on a imaginé des outils qui le seront moins. L'intensification, je pense que c'est un sujet, je dirais, encore plus intéressant dans le périurbain que dans l'urbain, parce que le périurbain, ce sont des territoires de densité intermédiaire. Et avec des densités intermédiaires, on n'arrive pas à créer l'animation, l'intensité d'usage de l'espace public, les masses critiques permettant le fonctionnement de certains équipements dans la durée des quotidiennetés habituelles dans la ville. En revanche, on peut appeler ça densité ou intensité éphémère ou périodique. Je trouve tout à fait intéressant de reprendre et de remobiliser cette notion d'intensification pour des équipements publics, pour des espaces collectifs de ce périurbain. L'exemple paradigmatique, c'est le marché du samedi, voire la messe du dimanche, même si c'est probablement moins fréquenté aujourd'hui que le marché du samedi, parce que là, on va trouver une sorte d'urbanité éphémère, mais qui permettra un fonctionnement plus optimisé. On a aussi un retour, d'une certaine manière, des commerces ambulants ou des services ambulants. Là, il y a toute une palette d'outils, alors qui ne sont pas forcément les outils du spatialiste, de l'urbaniste, mais qui peuvent être les outils des gestionnaires de services, des managers, comme on dit, comme on parle des managers de centre-ville ou des managers de commerce, pour faire vivre ces espaces du périurbain dans une intensification, mutualisation, polyvalence des équipements déjà là. Alors, on peut faire la même chose pour les écoles en ville, mais ça me semble beaucoup plus peut-être intéressant et plus facile, probablement, pour des collèges dans le périurbain, pour pourquoi pas, supermarchés. Alors, on parle beaucoup des friches commerciales. C'est peut-être pour après-demain, mais ce n'est pas pour demain, hein, en tout cas. Nous, on a travaillé là-dessus. Ce n'est pas pour demain, mais enfin, on peut aussi imaginer, parce que les hypermarchés, les supermarchés ont aussi leur stratégie, qu'il puisse y avoir
dans une vision pas trop nostalgique de nos centres-bourgs, à négocier avec ces opérateurs. Dans le périurbain, il y a des opérateurs qui ne se sentent pas forcément très concernés par nos sujets ou que l'on n'a pas réussi à engager dans nos sujets. Je parlais des géomètres experts pour les lotissements, les opérateurs qui sont dans ce périurbain et en particulier les opérateurs commerciaux. Intensifier, transformer un exemple classique, presque classique aujourd'hui, transformer une fabrique en tiers-lieu, transformer une chapelle en librairie, les Espagnols et les Italiens savent très bien faire ça, transformer un bout de surface de parking d'hypermarché qui n'est plus utilisé en terrain de jeu, en profiter pour passer du terrain imperméable au terrain poreux. Il y a là de quoi faire dans des actions qui sont de l'ordre du sur-mesure, de l'opportunité et qui impliquent de réfléchir à des dispositifs qui sont des dispositifs sur le long terme. Parce qu'on n'est pas sur un projet qui a une durée d'élaboration rapide, mais on est sur une vigilance de long terme pour mobiliser les opportunités qui arrivent à un moment ou à un autre. Ma définition du périurbain, je vois une question, je vous renvoie à une enquête qu'on a faite et que vous trouverez sur le site de l'AURBA sur les modes de vie dans le périurbain girondin. On a une définition assez lâche, c'est-à-dire qu'on démarre depuis des communes de la métropole bordelaise, des communes au sein de la métropole qui ont un tissu pavillonnaire, des comportements de mobilité qui sont tout à fait celles d'un périurbain plus éloigné. En revanche, on avait exclu les communes du littoral qui ont un fonctionnement très, très atypique par rapport au reste de ces communes de la Gironde. Et puis, on a exclu quelques vraies campagnes, si je puis dire, mais en Gironde, il n'y en a plus beaucoup. D'ailleurs, on préfère nous utiliser le mot périurbain, c'est un mot qui n'est approprié ni par les habitants ni par les élus. Et donc là, on essaie de promouvoir l'expression de campagne urbaine qui précise bien cette idée que les habitants du périurbain ont le sentiment d'être à la campagne, ils n'ont pas le sentiment d'être en ville, et dans une vision binaire du monde territorial, si on n'est pas en ville, on est à la campagne, et pour autant, ils acceptent tout à fait l'idée qu'ils sont sur un mode de vie urbain. Voilà, c'était pour répondre à la question dans le fil de discussion. Densifier, et puis je m'arrête. Densifier, je voudrais juste insister sur le fait que densifier, ce n'est pas forcément densifier dans les centres-bourgs. Si on veut comment dire, un retour résidentiel dans les centres-bourgs, souvent, il faut plutôt les aérer, les centres-bourgs. Il faut plutôt les aérer parce qu'ils sont, pour le coup, souvent très compacts, que ça manque d'espace libre. Et en revanche, il peut y avoir des densifications stratégiques pour créer justement des continuités urbaines, pour créer des masses critiques suffisantes pour qu'un certain nombre d'équipements et de services puissent s'installer. Et puis, dans la densification, il y a la fameuse division parcellaire dont vous parlerez sans doute beaucoup, qui a beaucoup de mérites et quelques défauts. Le principal des défauts, c'est quand elle n'est pas régulée par la puissance publique, qui a besoin de savoir ce qui se passe, qui a besoin de pouvoir anticiper les questions effectivement, de réseau, de voirie, etc., par rapport à une densification qui a quand même pas mal d'intérêt en termes de trajectoire résidentielle pour les habitants du périurbain. Et puis, il y a tous ces lotissements. Le déjà là, qui mérite, à mon avis, il faudrait un fonds friche, mais ça serait bien d'avoir un fonds réhabilitation des lotissements. Il y a 1000 choses à inventer là-dessus. Et puis, il y a 1000 choses à inventer sur justement les lotissements à l'heure de la sobriété foncière. Voilà, j'ai assez parlé. Vous avez compris,
voilà, ma forte promotion du périurbain par rapport à nos questions de sobriété foncière, voilà, pour ne pas être dans cette doxa, l'étalement urbain, c'est pas bien, donc on ne s'occupe pas du périurbain. C'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Il faut se donner les moyens de faire projet dans le périurbain. Et il faut, me semble-t-il, y compris par rapport à ce que je peux voir ici et là dans les opérations Petites Villes de demain, par exemple. Je dis ici et là parce qu'il se trouve que je m'occupe par ailleurs d'un programme national de recherche sur le sujet qui s'appelle POPSU Territoire. On peut être parfois dans des visions un peu nostalgiques de la campagne, du centre-bourg, l'affiche de Mitterrand, la force tranquille avec le clocher dans la brume. Certes, il y a des centres-bourgs qui peuvent avoir une revitalisation, je dirais presque à l'ancienne, mais beaucoup ne sont plus en capacité d'être dans ce type de centralité traditionnelle. Et je pense que c'est important et intéressant de penser les centralités du périurbain souvent d'une autre manière, en élargissant la focale et en se disant que le supermarché qui est à 800 mètres du centre-bourg, eh ben, il faut faire en sorte qu'il soit aussi dans la centralité. Il faut faire en sorte qu'on puisse être à vélo ou à pied dans ces centralités et pas forcément dans une rue piétonne qui tente de mimer désespérément l'urbanité de la grande ville, mais dans une périurbanité qui me semble pour l'essentiel encore à inventer. Et cette vraie question de la sobriété foncière, de l'urbanisme circulaire, du déjà là, a, me semble-t-il, beaucoup de terrain de jeu et beaucoup de capacité de créativité pour tous les gens qui sont rassemblés aujourd'hui pour cette session. Merci de votre écoute. Alors, je te remercie, Jean-Marc, pour ton exposé qui, je pense, qui décoiffe quand même. Je pense à mes collègues avec qui, bon, on a un discours fun, un discours officiel, enfin, on a des politiques à porter. On a aussi beaucoup de questionnements off, donc ça peut aussi rejoindre un certain nombre de nos questionnements. Je ne sais pas s'il y aurait des questions ou des réactions par rapport à cette intervention de M. Hoffner. Il y aurait, vous m'entendez là? Il y a une demande sur, bon alors ça c'est un terme un peu générique, mais quand on parle d'endroits, peut-être faut plus les définir ou les situer. Il y a une demande sur le périurbain, définir le périurbain. Oui, il a fait. Ah pardon, parce que je me suis absenté à un moment, excusez-moi. Ouais. Alors je l'ai fait à ma manière, hein, mais on a une définition assez extensive du périurbain qui dépasse la définition des couronnes périurbaines de l'INSEE. Enfin, avec les couronnes périurbaines de l'INSEE, on a déjà un quart de la population. Si on considère que, y compris dans les unités urbaines, on est souvent sur quelque chose qui ressemble à du périurbain, y compris dans ce qui est qualifié de campagne, on est aussi dans quelque chose qui ressemble à du périurbain. Du périurbain, moi on se sert beaucoup maintenant de ce qui a été fabriqué par Eurostat et par les carroyages au 100 mètres sur 100 mètres, avec trois grandes définitions de l'urbain, entre des densités fortes, des densités intermédiaires, des densités faibles. Et dans les densités intermédiaires, on a un tiers de la France. Voilà, un tiers des habitants, pardon. Voilà, donc effectivement, on n'est pas sur le mitage, on n'est pas sur la campagne traditionnelle, on est sur la densité intermédiaire avec des bourgs, des centres-bourgs et beaucoup de pavillonnaires. J'aurais deux réactions, deux questionnements par rapport à ton intervention. Le premier, c'est sur le mode de calcul. Moi, j'ai noté la question de la consommation d'espace par habitant. On doit notamment dans les SCOT, mesurer la consommation d'espace des 10 dernières années et donner l'objectif de la diviser par 2. On a beaucoup de questionnements sur les périmètres et l'opportunité, finalement, de ce questionnement en fonction des dynamiques territoriales. On a des élus qui nous disent on a eu 2 ans de Covid,
Donc, du coup, la production de logement va diminuer, on va être impacté pour les années qui viennent. Et finalement, tu as introduit la question de la consommation d'espace par habitant supplémentaire. Est-ce que ce n'est pas un élément qui n'a pas été introduit par la loi, mais qui aurait pu être intéressant et répond à ces problématiques-là? Et est-ce que l'AURBA, quelque part, a regardé cette question de la consommation d'espace en rapport de la population supplémentaire accueillie? On l'a regardé dans le SCOT 6Do, donc, hein, qui est une cote mal taillée entre l'unité urbaine et l'aire urbaine. Voilà, et on avait effectivement montré que cette consommation d'espace par habitant supplémentaire diminuait. Hein, voilà, depuis déjà un certain temps, cette consommation diminue par rapport à une consommation qui a quand même été effrénée pendant quelques décennies à Bordeaux comme à Toulouse, où on était effectivement de mauvais élèves. Mais la question essentielle, c'est le périmètre. Toujours pas, et tout dépend du périmètre qu'on prend. Si on prend le périmètre France, bon, on transforme Paris, c'est le plan voisin de Le Corbusier pour Paris, on fait des tours à Paris, et puis voilà, le problème est réglé. Mais là, il y a un vrai sujet, périmètre et négociation interterritoriale. Moi, je pense aussi, c'est une autre affaire, mais elle peut s'articuler. Je pense qu'aujourd'hui, toutes les questions importantes, le foncier, la production de logements, les déplacements et la transition écologique, au sens complet du terme, ça ne peut pas être chacun chez soi. Ça ne peut pas être je prends ma part. Hein, la fameuse affaire du colibri qui veut éteindre l'incendie de forêt, il prend sa part. Mais il prend sa part. Je crois que c'est mal raisonné. Et c'est pour ça que je m'inquiète un peu de la manière dont les régions pourraient se contenter de faire des règles de 3 pour dire au SCOT, voilà comment vous vous débrouillez avec les ânes. Parce qu'effectivement, suivant les dynamiques, j'étais en Charente, les gens de Cognac, ils ont besoin de terrain pour mettre déchets, parce que le Cognac va augmenter sa production de 50% dans les 10 ans. Bon, on peut se dire que c'est quand même intéressant, et peut-être plus intéressant qu'un nouveau lotissement dans je prends la Charente comme exemple, c'est plus simple, dans un village qui perd de la population. Bon. Évidemment, la question des dynamiques démographiques est essentielle. Je rappelle d'ailleurs, je me permets aussi, qu'en 2050, toute l'Europe perd de la population. Voilà. Donc, les Européens, la Commission européenne, elle est maligne, elle sait ça. En 2050, on perd de la population. Donc, c'est quand même plus simple, même si ça ne va pas forcément de soi, d'être très rigoureux sur la question de l'artificialisation des sols quand on est en décroissance démographique. Là encore, nous, en Gironde, on a une vision un peu faussée parce que cette croissance, elle est très forte comme dans tout l'ouest de la France d'ailleurs. Mais voilà, il faut aussi se rappeler que une petite moitié de la France aimerait bien avoir de la population supplémentaire. J'avais une autre question, mais en lien avec l'intervention, avec la remarque qui est faite dans les commentaires sur la question de la place de l'automobile en termes de place prise et de fonctionnement des mobilités. C'était une réaction par rapport à ton intervention sur le fait qu'il faut aérer les centres-bourgs. C'est qu'on est en périurbain, très, très grossièrement, il y a un certain nombre de bourgs qui avaient un fonctionnement, on va dire, rural, hein, en considérant que dans les années 40, dans les années 60, ces bourgs fonctionnaient bien. Enfin, c'est le point de vue qu'on a, mais c'est peut-être pas vrai. Et finalement, on est un peu dans la logique où on a cassé un peu le fonctionnement de ces bourgs. Comment reconstituer ces bourgs, y travailler, lui donner une nouvelle intensification, non pas une densité, hein, ça c'est question d'aération dont tu parles, et finalement comment constituer cette intensification sur un périmètre peut-être élargi, qui ne soit pas sur le seul bourg historique, et qui englobe finalement une population qui sera sur un périmètre proche, périphérique. L'un des sujets, tu en as parlé également, c'est la question du lien social qui est constitué à travers la population, qui a parlé des marchés, qui a parlé des écoles, ce genre de choses. Et on a une population qui évolue par rapport à ça.
Et comment finalement aborder cette intensification englobant finalement les lotissements qui ont été construits autour des années 70. Alors, moi, celles et ceux qui me connaissent savent que je mets au premier plan les questions de déplacement et de mobilité. Et c'est encore plus vrai pour le périurbain et c'est encore plus vrai globalement. Aujourd'hui, en Gironde, la question, ce n'est pas de savoir si on prolonge une ligne de tram ou si on fait un PHNS ou on fait un funiculaire, c'est de savoir comment on transforme le système automobile. Je vous rappelle que 90% des kilomètres parcourus en Gironde le sont en voiture. Donc, c'est là le sujet. Le périurbain, un peu en Gironde, plus ailleurs, il commence à s'autonomiser, y compris du côté des emplois. Ça, c'est quelque chose qu'on voit, c'est des dynamiques qu'on retrouve dans beaucoup d'endroits, parce que cette périurbanisation, elle a touché l'habitat et elle commence à toucher les emplois. Ce qui est une vraie question, parce que parfois on dit, oui, mais si les emplois partent à l'extérieur, entre guillemets, on renforce le périurbain. Oui, mais peut-être que là, c'est le moment de le faire. Et puis, n'oublions pas aussi que l'économie française, c'est 2/3 au moins, ça dépend des départements, 2/3 au moins d'emplois présentiels, résidentiels, qui sont liés à l'activité de ceux qui sont là. Hein. Et donc, il y a aussi les emplois qui suivent la population. Donc, on a quelque chose qui est intéressant là, avec une autonomisation relative de territoires périurbains, qui n'ont pas besoin d'accéder à la ville et qui peuvent, pour un certain nombre, parfois même l'essentiel des motifs de déplacement, rester dans le périurbain. Et ce périurbain, là, effectivement, il fonctionne quasi exclusivement à l'automobile, que ce soit pour les petits déplacements ou pour les déplacements plus longs. Alors, moi, je pense qu'il faut tester, mais il faut regarder sur deux aspects. Ces centralités, elles sont probablement à une échelle un peu plus large que les centralités auxquelles on peut penser quand on imagine les centres-bourgs du passé. On l'a souvent dit, le vélo ou le vélo à assistance électrique, il est parfait pour ce type d'échelle. Hein. Moi, je pense qu'il n'est pas... Le vélo, il prend de la place, finalement. Hein. C'est pour ça que dans les villes très denses, c'est la marche et le transport collectif qui sont le duo gagnant. Le vélo, par son amplitude de déplacement, et le vélo à assistance électrique, il me semble très intéressant pour le périurbain, y compris en trajet de rabattement vers les stations qui ne seront pas un RER métropolitain, mais qui seront surtout des cars express comme on l'a fait pour Créon-Bordeaux. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, dans le périurbain, il y a plein de gens qui font du vélo, mais ils le font pour se balader ou pour faire du sport. Donc, on a un vrai sujet, qui est aussi un sujet pour la marche d'ailleurs, pour la marche qui est plus qu'une marche de proximité, de transformer un usage assez fréquent du vélo et de la marche pour faire en sorte que ça devienne aussi un mode de déplacement dans l'utilité quotidienne. Voilà. Mais il me semble qu'il y a de quoi faire parce que les gens qui vont dans le périurbain ou ceux qui ont toujours été, qui sont, je me permets de le rappeler, des gens qui sont très largement contents d'être dans le périurbain et qui n'ont pas été chassés de la ville, hein, ça c'est important à dire par rapport à ce qu'on peut entendre, ils ont un intérêt de relation avec la nature, de relation avec l'espace, qui est tout à fait compatible et qui est, à mon avis, assez facilement traduisible dans de nouvelles pratiques de mobilité. Outre tout ce qu'on peut inventer, mais ce n'est pas une affaire marginale, il faut inventer un nouveau système de ce qu'on avait appelé dans le Grenelle des mobilités la voiture autrement. La voiture autrement, c'est une voiture qui est plus collective, plus partagée et plus régulée. Une voiture qui se transforme petit à petit en un service public du transport.
Oui. Alors, est-ce que je peux dire quelque chose? Oui. Bonjour. Présentez-vous. Je suis Hervé Baudouin, je suis un ancien architecte conseil de l'État et j'ai trouvé intéressant ce que disait M. Hoffner et je voulais faire un petit commentaire par rapport à ce qu'il a dit. J'ai eu une mission importante après la tempête Xynthia concernant les communes qui ont été sinistrées. Ces communes sont toutes placées sur des petites hauteurs qui sont très faibles, mais qui sont en lisière de la mer, en fait. Et donc, ce sont des territoires finis. Donc, la question de la densification de ces territoires, on ne peut pas construire autour parce qu'on ne peut pas étendre ces territoires-là parce qu'on tombe sur des marais, des marécages. Donc, la question de la densification de la commune se posait. Alors, un des thèmes qui revenait souvent par les maires, c'était la question de l'acceptabilité de la densification. Et la question, en fait, elle repose sur l'intimité que l'on peut créer avec l'architecture. Et il ne faut pas limiter uniquement les questions sur l'urbanisme, mais aussi sur l'architecture, parce que l'architecture, elle doit être adaptée pour créer cette intimité. Sinon, on n'arrivera pas, les gens n'arriveront pas à accepter cette densification. J'ai un autre souvenir, quand j'étais en Creuse, j'ai eu à traiter un dossier où il y avait une personne qui avait acheté un terrain de 4000 m² et il avait positionné sa maison tout à fait au milieu du terrain. Je lui ai dit, pourquoi avez-vous fait ça? Il m'a dit, je ne veux pas voir mon voisin et je ne veux pas l'entendre. Voilà. Donc, la question de l'intimité, elle est essentielle. Peut-être il faut aussi réfléchir sur la façon dont on fait de l'architecture. Parce que maintenant, c'est un problème. L'architecture, elle doit s'adapter à ce problème de densification. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est juste ce que je voulais dire. Et cette question-là, elle était importante parce que les maires me disaient, on n'arrête pas, quand on a des territoires un peu trop denses, on n'arrête pas d'avoir à régler des problèmes de voisinage, des conflits entre voisins, etc. Voilà, c'est tout ce que je voulais préciser par rapport à ce qu'a dit M. Hoffner, ce qui me semblait très intéressant. Merci. À moins qu'il y ait encore une intervention, je suis vraiment désolé, on n'a pas réussi à connecter M. Blanc. Je ne vais pas pouvoir reprendre son intervention, il n'y a que lui qui peut la faire. Je voulais remercier M. Hoffner vraiment pour son intervention qui est très intéressante, qui, à mon avis, va nous conduire à encore pas mal discuter de ces sujets-là, notamment entre nous des DTM, parce qu'il y a pas mal de collègues avec moi, mais je pense que ça pose question à tout le monde. Voilà, merci Jean-Marc, et je passe la main donc à la table ronde suivante. Merci.